j'aurais bien aimé continuer à écouter ces histoires des enfants, se laisser porter un peu plus par l'imaginaire. Et je trouve vraiment intéressant cette question de la narrativité, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on fait de ce présent absent par rapport à la lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce présent absent? Est-ce qu'on lui donne réellement une place? Est-ce que on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on le fait exister finalement? Est-ce qu'on le représente ou est-ce qu'on ne le représente pas? Et avant d'écouter cet exposé, j'avais pensé et j'ai été chercher un petit peu du côté justement d'adultes qui ont continué à avoir des amis imaginaires, qui étaient bien souvent les amis imaginaires qu'ils avaient, les compagnons imaginaires qu'ils avaient eus dans l'enfance, mais qui continuaient à être actualisés justement à l'âge adulte. Et je vous donne juste deux tout petits exemples qui vont venir mettre en tension ce qui a été dit auparavant, avec deux artistes célèbres qui vont peut-être illustrer aussi le meilleur et le pire du compagnon imaginaire. Tout d'abord ici vous voyez ce tableau de Frida Kahlo. Donc Frida Kahlo, je le rappelle très rapidement puisqu'on connaît quand même son histoire, qui a été atteinte de poliomyélite quand elle était enfant, vers l'âge de 6 ans, qui a été donc contrainte à rester dans sa chambre pendant de longs mois. C'est son père qui s'occupait d'elle. Et suite à cette maladie, elle est restée avec un handicap physique, avec une jambe et un pied atrophiés et douloureux tout au long de sa vie, bien avant l'accident qu'elle a eu plus tard, grave. Mais donc dans l'enfance, Frida Kahlo boitait suite à cette polio, et elle était surnommée notamment par les enfants de son voisinage qui transitaient autour d'elle, comme Frida Pata de Palo, Frida Jambe de Bois, ou Frida la boiteuse. Et elle s'est retrouvée assez isolée. Elle détestait cette jambe amaigrie par la maladie, elle l'a dissimulée, notamment au départ avec des habits de garçon, puis après avec ses robes très amples. Et à cette période-là, quand elle se retrouve comme ça assez seule, quand elle se rend compte qu'elle ne sera jamais comme les autres petits-enfants qui sont autour d'elle, elle va justement rentrer dans un monde comme ça imaginaire et s'inventer un double, s'inventer un compagnon imaginaire. Et donc je cite dans un extrait ce qu'elle peut dire. Elle dit « Je descendais vers le centre de la terre où mon ami imaginaire m'attendait toujours. Je ne me souviens plus de son image ni de la couleur de ses cheveux, mais je sais qu'elle était gaie, qu'elle riait beaucoup, sans bruit. Elle était agile et elle dansait comme si elle ne pesait rien. Je l'accompagnais dans sa danse et en même temps je lui racontais tous mes secrets. » Donc on voit bien que plus son infirmité a grandi, plus ses souffrances grandissaient, plus elle donnait une valeur presque mythique à ce compagnon imaginaire, qui est l'inverse peut-être là de l'exemple de Mélisse tout à l'heure. C'est-à-dire c'est elle qui est souffrante et c'est le compagnon imaginaire qui est réparé. Et donc dans ce tableau qu'elle réalise suite à un épisode compliqué de sa vie, suite à la séparation avec son mari Diego Rivera, elle a 32 ans et elle dessine ce tableau qui s'appelle Les deux Frida. Et dans son journal intime, elle explique au sujet de ce tableau qu'elle se représente elle et son amie imaginaire qu'elle s'est inventée plus jeune quand elle avait des problèmes. Et donc on voit cette Frida de gauche dans le tableau qui se raccroche à la Frida de droite, son amie imaginaire, qui est plus forte, réconfortante, plus colorée, etc. et qui vient lui insuffler la vie, le courage dans cette période difficile de séparation. Autre exemple, où là on va plutôt voir que ce compagnon imaginaire, il ne permet pas là quelque chose du côté d'une sublimation et du meilleur finalement, c'est l'exemple de Kurt Cobain. Kurt Cobain qui, là encore, est assez intéressant pour voir cette persistance du compagnon imaginaire, puisque Kurt Cobain avait depuis l'enfance un compagnon imaginaire qui s'appelait Boda. Et je vais juste citer un petit extrait du roman d'Héloïse Gué de Bélissen qui a écrit, donc en reprenant l'histoire de Kurt Cobain de façon romanesque, mais en gardant les éléments et en faisant parler justement Boda. Donc c'est Boda qui raconte l'histoire. Donc voilà ce
ce qu'il dit. On était dans sa chambre quand il m'a donné le nom de Boda. Il adorait faire le con ou dessiner. Jamais les deux en même temps. Il était bien trop sérieux quand il faisait des gribouillis. Le temps qui lui restait était consacré à la rigolade. Il avait toujours des petits pantalons pas de def et une coupe de page. C'était à chier, mais je l'aimais bien. Créer un ami imaginaire, c'est un truc que font beaucoup d'enfants. Les statistiques. J'ai un de mes potes qui m'a dit ça l'autre jour. Les enfants nous créent et les adultes nous tuent. Ça craint. On quitte une famille au moment où les gosses tombent dans la supercherie de la raison. Mais avant tout ce cirque, ils parlent à des objets inanimés. Les gamines font des coupes d'Iroquois à leur poupée Barbie. Les garçons inventent des histoires de voyous et de flics. L'enfance est un don éphémère. Ensuite, ces mômes deviendront des adultes enfermés dans leur ombre. Sans compter le manque affectif, l'ego brisé, la dépendance, les non-dits familiaux, les attouchements du grand-père, les madeleines discount de la grand-mère, car vous ne pouvez pas vous payer celle de Proust. Bienvenue dans votre vie. Moi, je sais qui était Kurt avant ses conneries, et ça depuis le début. À 15 ans, il taguait sur les murs de son école « Tuez vos parents ». Rappelez-vous bien de ces paroles. Au final, ce sont les parents qui veulent nous faire disparaître. Il faut dire que le petit garçon de Shining ne nous a pas aidés. En fait, on compromet beaucoup de choses, principalement l'autorité. Un de mes confrères a été échangé contre un vélo. Si le môme arrêtait de lui parler, il aurait une putain de bicyclette. La vie moyenne d'un ami imaginaire varie entre quelques mois et 3 ans. On nous oublie un jour quand on rencontre une meilleure amie, un copain, un chien qui s'appelle Toby. On nous oublie. On se réveille un matin et le môme a trouvé mieux. Quand Kurt m'a appelé, j'ai su que c'était pour la vie. J'ai compris très vite qu'il n'allait jamais grandir. Trop malin pour être adulte. Lorsqu'il avait 4 ans, sa mère a essayé de m'assassiner, la garce. C'était un soir où l'oncle Chuck était venu dîner. Chuck était un militaire qui allait partir au Vietnam. On était dans la salle à manger quand Wendy a fait un signe de tête à Chuck pour qu'il entame une conversation avec Kurt pendant qu'elle mettait la table. « Alors Kurt, ça va mon petit gars ?»« Ouais. »« Je sais pas si ta mère t'a dit, mais je pars au Vietnam. »« Ouais. » Kurt avait la tête baissée et tricotait un G.I. Joe, l'air inquiet parce qu'un bras ne fonctionnait plus très bien. Pouvait-on, oui ou non, opérer un G.I. Joe? La question restait une énigme angoissante. Il leva la tête, je crois que l'oncle Chuck continuait à parler. « Maman !» hurla Kurt en tapant avec son poing sur la table. « Et l'assiette de Boda ?»« Oui, pardon, mon ange. » Il me préférait à son G.I. Joe mal en point, j'en étais tout ému. Et donc l'oncle dit, justement Kurt, c'est de ça dont je voulais te parler. Je vais partir au Vietnam, donc je voudrais emmener Boda avec moi, tu vois, je vais être tout seul là-bas, et ça va être dur, donc je me demandais si tu voulais me le prêter. L'enfant a regardé son oncle avec des yeux écarquillés, se demandant s'il fallait rire ou pleurer. Au lieu de ça, il répondit, plutôt mourir. Quand son oncle est reparti le soir après le repas, Kurt est allé vers sa mère et lui a dit « Maman, je peux te dire un secret ?»« Oui. » Il lui fit un signe de la main pour qu'elle approche son oreille de ses lèvres. « Maman, je crois que l'oncle Chuck a un problème dans sa tête. Il pense que Boda existe vraiment. » Donc voilà ce petit extrait, il me semble qu'il est assez parlant. Alors la particularité de la fin de l'histoire, et c'est pourquoi je le reliais plutôt au pire, c'est que le 5 avril 1994, quand Kurt Cobain écrit sa lettre de suicide est adressée à Boda, donc à son ami imaginaire qu'il a depuis l'enfance. Donc je pense que ça vient bien, ces deux exemples, ça rejoint bien cette idée de la présence des objets absents, ici dans l'art, ou dans l'adresse ultime avec Kurt Cobain, à celui qui reste finalement inattaquable, indestructible, puisqu'il n'existe pas. Donc je me demandais, est-ce que, quand on dit on tue l'ami imaginaire, le compagnon imaginaire, est-ce qu'il disparaît finalement, ou est-ce qu'il s'estompe, est-ce qu'il est refoulé? Ce qui pose le questionnement, est-ce qu'il y a du refoulement d'un objet virtuel? Et on peut se demander, du coup, par rapport à ce que vous présentiez, sur la figurabilité. Quand on demande à ses enfants de dessiner le compagnon imaginaire, qui en l'occurrence est imaginaire et qui ne part pas forcément de quelque chose de culturel, d'un film, d'image de livre, etc. Est-ce qu'il y a cette possibilité de le représenter clairement? Est-ce qu'ils peuvent faire un contenant et un contenu, comme on pourrait l'attendre quand on leur raconte une histoire et puis ils doivent représenter en dessin? Et ça me faisait penser tout à l'heure, en écoutant,
à la planche 16 du TAT, justement, cette planche blanche, où il faut raconter quelque chose à partir du vide, à partir du rien. Et je me disais comment, là aussi, comment on peut rendre visible l'invisible. Et c'est la même chose, il me semble, quand on convoque ses enfants à dessiner un compagnon imaginaire. Ouais.